Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. La suite de notre émission, dans un instant, vous le voyez à l'écran, Itamba Zakari Milmono aussi qui nous rejoint. Notre invité, Maître Alfred Matos, président du parti UPG, que nous allons interroger dans un instant un peu plus tard. C'est M. Lamine Keita, un des initiateurs et organisateurs du forum de la rentrée présidentielle, qui va nous rejoindre dans ce studio. Le forum donc, qui a du mal donc, à se dessiner et qui a du plomb dans les questions donc, ce soir à la télévision sur Espace TV, qui ne voudrait pas voir ce projet se réaliser. Nous lui poserons la question dans un instant. Et notre invité culture, c'est journée donc de l'amour, c'est la Saint-Valentin. Donc notre invité donc qui va nous rejoindre tout à l'heure dans cette émission. Notre invité qui s'est installé, Mohamed, avant de l'interroger en 2 minutes chrono pour nous planter le décor par rapport à cette affaire des riz impropres qui a été refoulée par les autorités guinéennes. Alors c'est cette cargaison refoulée. C'est une lettre du ministre du Commerce donc, qui date du 18 novembre. En réalité, c'est une histoire un peu ancienne. Ça date du 18 novembre, adressée au directeur général d'une compagnie d'importation de riz en Guinée ici, parce que mouillé dans nos eaux, ici, un bateau appelé MV Ocean Princess. Voilà, donc avec à son bord 14 000 tonnes de riz indien, donc à destination de la Guinée. Ces 14 000 tonnes étaient déclarées, respectaient les règles administratives. Ouais. Donc, le ministre reconnaissait que ces 14 000 tonnes pouvaient être débarquées. Mais il se trouve que à bord du même bateau, également, il y avait 22 000 tonnes mais de riz d'origine birmane. Bien. Tout simplement du riz venant de Birmanie, dans le même bateau. Alors, ce sont ces 22 000 tonnes qui n'étaient pas déclarées à l'origine que le ministre a refoulé pour 2 raisons. Il disait que la qualité était assez douteuse et puis que les poids n'étaient pas respectés. Mais curieusement, ce bateau, je ne sais pas comment se passe la coopération entre nos différents États côtiers dans de telles matières, mais ce bateau a continué tout simplement son odyssée au large de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le dit bateau se trouve au port de Lomé depuis plusieurs jours. Et là-bas, c'est un scandale. Vous avez l'association des victimes de torture de Togo. Normalement, c'est une association politique, mais qui s'est saisie de l'affaire. C'est un vrai scandale de ce côté aujourd'hui, parce qu'ils ne comprennent pas ce que ce bateau fait chez eux. Là-bas, d'ailleurs, l'affaire a appelé l'affaire du riz toxique, parce qu'apparemment, des tests ont eu lieu. Maintenant, bizarrement, depuis hier, les autorités togolaises aussi ont leur propre version des faits. Eux aussi disent que le riz n'appartiendrait pas à leur pays. En tout cas, ne serait pas destiné au Burkina Faso, plutôt au Togo, mais au Burkina Faso. Et de ce côté, vous imaginez bien entendu qu'on ne va pas reconnaître que ce riz-là est à destination du Burkina Faso. Donc on voulait avoir le ministre pour tenter déjà de clarifier tout ça, mais surtout pour connaître l'identité de la société qui voulait amener ce riz impropre à la consommation dans notre pays et savoir où on en est. Mais même la lettre du ministre qui a fuité dans la presse, si vous remarquez la dite lettre, on a coupé l'entête pour ne pas que le nom de la société en question soit mis à la disposition de la presse. Mais attention, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Donc on saura quelle est la société qui voulait nous amener voilà cette cargaison de ce riz impropre à la consommation. Et on nous apprend en live que au niveau du Palais du Peuple pour la journée de la décentralisation que 3 badges seulement pour la presse, pour toute la presse. C'est incroyable. Bien, on arrive à notre invité, Maître Alfred Matos, président de l'UPG. Bonjour à vous, Maître. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Tamba Zakari Milmono. Bonjour. Bonjour. Bien. Bonjour à tous. Alors, Maître, on va commencer par la question traditionnelle. On vous l'a posée il y a quelques temps aujourd'hui. Mais à l'ère où les partis politiques changent, les leaders de partis politiques changent de camp à tout bout de champ, comment se porte l'UPG aujourd'hui? Écoutez, l'UPG gère un testament politique. Je vous l'ai dit lors de mon passage à votre émission. Le testament politique, c'est l'UPG au centre. L'UPG appartient à un groupe parlementaire, l'UFR, que vous êtes censé savoir au niveau de l'Assemblée nationale. Donc l'UPG aujourd'hui ne fait pas de transhumance politique. Comme vous venez de l'indiquer, aujourd'hui, l'UPG essaie de faire son bonhomme chemin. Vous savez que pour... Maître,
Oui. Ouais, mais écoutez. Ouais, mais parce que non, parce qu'on est dans une période de redistribution des cartes. Exactement. Et on sait que les grandes échéances pointent à l'horizon. Oui, vous n'allez pas nous dire ici jamais vous n'irez avec le professeur Alpha Condé ou son camp politique. Je l'ai jamais dit. Je le dis. Tout est possible en politique. Les élections 2015, nous avons fait un choix politique délibéré. Nous l'avons accompagné aux élections présidentielles avec notre feu leader Jean-Marie Doré. Donc on dirait en politique on dit jamais Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Donc je vous le concède, je dis aujourd'hui, l'UPG a droit dans ses bottes, passez-moi l'expression, nous sommes au centre, nous sommes en train d'essayer de voir, vous êtes au courant un peu de la coordination de l'opposition démocratique que nous sommes en train de concocter. Donc nous faisons des alliances intelligentes. C'est pas un politique, vous ne pourrez pas être figé dans votre position radicale disant que vous ne pouvez pas faire d'alliance ailleurs. Aujourd'hui, on m'a posé la question, la position de l'UPG aujourd'hui est une position qui fait en sorte que l'UPG peut faire des alliances selon ses intérêts par rapport aux joutes électorales qui nous interpellent. Alors, oui, procéder à des alliances selon les intérêts propres à votre parti, mais moi je me pose bien la question, que vaut-il ce parti aujourd'hui? Après Jean-Marie Doré, ça pèse quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est un parti vers lequel le RPG pourrait se retourner? On a du mal on a l'impression que ça a du mal à redécoller. C'est vrai. Après Jean-Marie Doré, c'est un parti qui pique un peu du nez. Par exemple, pour enchaîner, par rapport à ces élections, on a tiré en longueur une année pour installer les élus, les exécutifs communaux. Est-ce que vous avez eu des élus à quel niveau, par exemple? Écoutez, je pensais que vous pouvez être au courant. Aujourd'hui, l'UPG a participé aux élections communales. Oui. Nous avons eu des fortunes diverses, mais nous avons eu Gouéké, où nous avons un maire. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends. Oui. Nous avons eu des conseillers communaux au moins dans plusieurs circonscriptions. Et nous avons eu des fortunes diverses, je disais. Nos militants ont été mis en prison à Zor. Et ça, c'est pour des raisons de destruction d'édifices. C'est le juge qui a tranché ainsi. Nous avons à Bossou, le village natal de notre feu, son conseiller. Je suis même conseiller à Ratoma. Donc, écoutez, il y a des minorités positives. L'UPG ne prétend pas avoir l'ossature de RPG ou de l'UFR ou de l'UFG. Mais attendons à ça. Mais vous savez que même à l'époque de Jean-Marie Doré, à l'époque du PUP, il était seul à l'Assemblée, mais il se fait entendre. Ça veut dire qu'il y a des minorités positives. Oui, mais là, si vous entendez deux députés à l'Assemblée. Comment vous jugez? Parce que la question de tabac tient toujours. Quel est le poids? Que vaut l'UPG? Est-ce que vous avez enregistré des avancées? Est-ce que le parti grandit ou est-ce que vous constatez que vous reculez nettement depuis la disparition de son géniteur? On n'a pas de lisibilité. J'avoue qu'au niveau même de cette visibilité, de l'attractivité de l'IPG, nous baissons. Ça, j'avoue. Ouais. Donc, nous faisons notre mea culpa. Nous sommes en train de commander des états généraux de notre parti pour faire, comme on appelle, le jargon habituel. Oui, mais ça fait quand même 2 ans pratiquement, ou plus que vous êtes à la tête de ce parti. Il se dit même... Vous avez du mal à porter l'héritage de Jean-Marie. Enfin, il est lourd, mais je l'assume. On veut quand même... on voudra bien vous entendre sur ceci. Il se murmure que sur le plan de votre leadership, il y a beaucoup à redire. On voudrait même vous éjecter du poste de la tête du parti aujourd'hui. Qu'en est-il? Parce que ça se raconte que Domani Doré lorgnerait de ce côté. Bon, écoutez, vous savez, nous sommes régis par des textes. Nous sommes élus pour 4 ans. Il peut être commandé à une assemblée extraordinaire pour parler de la restructuration du parti, dont la restructuration des dirigeants du parti. Et ce congrès extraordinaire est commandé, ça je vous l'avoue. C'est pour quand? C'est pour début mars. Mais ce congrès extraordinaire n'aura pas seulement pour leitmotiv de changer les organes dirigeants. Dans tous les partis, il y a des frondeurs, c'est sûr. Moi, je les appelle comme ça, parce que c'est mon expression. Je ne reviens pas dans les détails parce que j'ai eu à constater qu'il y a même une gestion parallèle du parti, mais ce n'est pas l'occasion de le dire ici. Nous avons une gestion parallèle. Par qui? Par qui? Qui est le dirigeant parallèle? Par qui en l'occurrence? Par des membres du bureau politique qui, je vous le dis maintenant, qui ont des noms. Oui. Qui ont des noms et qui ont des responsabilités. Moi, je suis juriste, il y a des présomptions d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit définie. Est-ce que vous vous sentez... Je ne donnez pas de nom en pâture. Oui, mais à partir du moment où vous dites avoir constaté une gestion parallèle... Oui, mais il va en parler plus là. Il va en parler plus. Allez-y. Je ne dirais pas non, je dirais simplement, quand vous avez un parti, des entêtes qui sont
qui sont confectionnés, des cachets qui sont confectionnés, vous savez que c'est une gestion parallèle. Ah, mais ça, c'est grave. C'est ce que je suis en train de dire. On parle de délit à vous, le juriste. Exactement. Qu'est-ce qui Mais je vous suis pas le juge. Oui, mais je prends des mesures. Est-ce que vous avez saisi des tribunaux pour cela? Non, Non, mais bien avant, Mohamed Mara, il y a des textes à l'intérieur du parti. Les statuts et le règlement intérieur que nous allons appliquer dans ces jours qui viennent. Faut-il s'attendre à avoir des têtes coupées, à des sanctions qui, par exemple, pourraient partir? Bien sûr, nous sommes régis par les textes et le règlement intérieur, nous allons l'appliquer. Tous ceux qui ont été auteurs de ces délits seront sanctionnés. Un premier ressort avec un règlement intérieur, avec des sanctions, avec des degrés de sanctions qui sont prévus dans le règlement intérieur, et puis à la limite, la justice sera saisie. Non, mais qu'est-ce qu'il n'a pas... Je posais la question à vous, Voilà. Madame Yoro. C'est des bruits de couloir qu'on a captés ici bien et là. sûr, je m'en doute. Comme quoi, Domani Doré, c'est quand même hallucinant qu'il se pourrait donc qu'elle soit intéressée à être propulsée à la tête de l'UPG. Vous avez dit qu'elle soit membre déjà de l'UPG. Oui, je suis d'accord. Voilà. Bon, à partir du moment qu'elle est membre de l'UPG, elle peut prétendre, et puis il y a un mandat en cours, qui a 2 ans qui reste à courir, donc elle attendra. Ou bien c'est votre parti qui cherche à la coopter? Mais non, si c'est le parti c'est le premier responsable qui doit chercher à la coopter. J'avoue que je la connais depuis très longtemps. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que non, mais la cooptation, je ne suis pas au courant. Sinon, c'est quoi le problème? Cela est crédible quand on sait que son propre paternel a un parti politique et non, qui n'existe plus. Oui, mais pourquoi il a laissé tomber pour aller à l'UPG? De toute façon, elle est du comité central du RPG. Cette question à Domani. Voilà, merci de me le consoler, mais je crois que la question n'est pas de mise. Je ne suis pas au courant de cette cooptation. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est à la base. Comment peut-on, alors que vous avez été porté à la tête de cette formation politique, comment est-ce qu'on a pu laisser un laisser-aller, si je peux me permettre, jusqu'à permettre à des personnes de créer des cachets parallèles? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? Pour la petite histoire, c'est personnel, je n'ai pas à dire aussi, je suis en deuil de mon épouse. Hein? Ah d'accord, toutes nos condoléances. J'ai fait un voyage très lointain qui m'a éloigné un peu du parti, mais il y avait un congrès qui était commandé. Et je n'étais pas là, donc ils ont voulu, c'est lié un peu au commissariat de la CENI, où le choix que j'ai porté sur une personne n'a pas été du déshydratat de certains membres du BPN. Donc, ils ont essayé de dire qu'il faut que je suis... Enfin, ils pensaient que j'avais une réticence pour la tenue du congrès. Alors, ils ont essayé, à mon absence, de pouvoir... Qui ont essayé? Mais c'était je ne donnerai pas de nom. C'est le GG ici quand même. C'est important. C'est important. Non, je ne donnerai pas de nom. Parce que non. La qualité, non. Vous êtes des journalistes d'investigation, faites vos investigations. Dites-nous alors, est-ce que ça va bien entre vous et Jacques Bonimi? C'est une question, par exemple. Pourquoi ça n'irait pas? Non, mais est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Pour moi, à mon entraînement, ça va. Est-ce que vos relations sont très chaleureuses aujourd'hui? Est-ce qu'il reste un collaborateur avec vous dans le parti aujourd'hui? Dans le cas de quand il était commissaire à la CENI, il n'avait pas le droit juridiquement de le maintenant. Maintenant, nos rapports sont cordiaux. Il a repris sa place au sein du parti? Enfin, il a repris sa place, bien sûr, il n'était pas parti, il a repris sa place. Donc aujourd'hui, il anime le parti comme tout un chacun. Est-ce que vous vous sentez menacé d'être éjecté de la tête du parti? Vous vous sentez menacé? Peut-être que vous ne connaissez pas mon parcours. Moi, je suis quelqu'un qui croit à mon destin. J'ai hérité d'un testament politique. J'ai été élu à l'unanimité. J'étais candidat unique parce qu'il y a eu des primaires. Il nous avait 4 ans de mandat. Mon mandat est en cours. En tant que légaliste, je me menaçais non, on appliquera la loi. Maître Alfred Matos, président de l'UPG, notre invité en ce jeudi. On s'intéresse à d'autres facettes de l'actualité. On va aller avec les contre-coups de l'élection, des élections locales. Depuis plus d'1 an déjà, on est parti aux urnes, mais jusque-là, l'installation a connu pas mal des exécutifs communaux a connu pas mal de problèmes. C'est achevé hier, depuis hier c'est totalement bouclé. Ce n'est qu'hier que ça se boucle. Il y a encore la question, Mohamed Mara me disait qu'on n'arrivera pas à cela, l'installation des chefs de quartier et autres. Mais revenant sur ce processus, je prends par exemple le cas de Matoto et pour terminer le cas de Ourekaba. Est-ce que vous avez compris toute la difficulté qu'il y a eu autour de cette installation-là? Comment vous, au sein de votre parti, vous y avez réagi? On s'y attendait parce que quand vous regardez déjà l'origine du déclenchement des élections de proximité, ça a mis du temps avant de le faire. Ça fallait que la rue commande ça. Ensuite, entre les élections et la mise en place des conseils communaux, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Ouais. Nous,
on était pessimiste dès le départ. À partir du moment qu'on a baisé la loi, le juge qui avait tranché les accords politiques entre les partis qui étaient intéressés par avoir des conseillers communaux au large, ont fait des accords, nous on était très pessimistes. Ensuite, il y a un désamour, il faut le reconnaître, entre le citoyen et le politique. Aujourd'hui donc, ce qui se passe là n'est pas étonnant. Nous-mêmes, au niveau des circonscriptions où on a été candidats, on a eu des élus qui ont été mis en prison, on a eu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on se rend compte que l'administration qui est chargée de gérer ces élections, les juges des partis, il ne faut pas avoir peur des mots. Donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots pour dire que ce qui se passe là n'est pas surprenant. Bien. Alors tout cela intervient dans un contexte quand même de débat sur la Constitution. Quel est votre regard là-dessus? Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que dans la majorité présidentielle, parmi les partisans de l'actuel chef de l'État, beaucoup se sont ouvertement déclarés déjà en faveur d'un troisième mandat pour Alpha Condé. Pas plus tard qu'hier à la télévision nationale, dans le JT de 20h30, et dans une maison mortuaire, et il y a une déclaration venant d'une dame quand même qui était pour le moins étonnante, qui se prononçait donc en faveur. Ça se dit partout, ce n'est plus un tabou. Votre position là-dessus, Maître Alfred Matos? Les grandes gueules. Vous voyez le problème de la finance démocratique dans nos pays africains. Oui. Alors, pour camper le décor, il faut remonter déjà aux années des indépendances. Les pères de l'indépendance ont voulu faire le parti unique en disant que l'unité de la nation était encore fragile. Au lendemain, après, ça nous a valu, nous, 26 ans du PDG. Après ces pères de l'indépendance, ceux qui les ont succédés ont continué dans le même créneau. Vous avez au Cameroun, vous avez Safed Légion, vous avez au Congo-Brazzaville. Et chez nous, il y a eu le PUP qui a fait 24 ans. Donc, quand vous regardez un peu l'origine de cette alternance démocratique, la hantise de nos populations ne veulent plus que l'alternance démocratique soit otage de qui que ce soit. Ça, c'est ce qui est le décor. Ensuite, vous avez l'irruption des militaires dans notre vie politique au niveau du CNDD. Ouais. Qu'est-ce qui a valu leur départ? Parce que, au lieu d'être arbitre, au lieu d'être juge arbitre, ils ont voulu être acteurs. À partir du moment que le président de la liste a dit qu'il serait candidat, ça a déclenché tout un tollé. Tout à fait. Donc aujourd'hui, le décor est campé. Nous sommes dans une constitution, en étant légaliste, la constitution dit 2 mandats non renouvelables. Donc la constitution est en vigueur. Moi, en tant que légaliste, je reste derrière cette constitution. Voilà mon point de vue. Mais il faudrait reconnaître que l'instrument du référendum, qui est constitutionnel, est un instrument privilégié qui est utilisé pour pouvoir vouloir d'une constitution et ne pas le vouloir de quoi. Donc il ne faut pas empêcher ceux qui veulent changer cette constitution d'utiliser les voies légales pour le faire. Mais attention, ça veut dire que c'est bien possible. C'est bien possible qu'on touche à cette constitution. Bien sûr. Entre la légalité et la légitimité. Pour ceux qui veulent aller dans cette voie, ils disent non, c'est une constitution qui a été adoptée à la va-vite au temps du CNDD, ça n'a pas été voté par voie référendaire. Est-ce que c'est un argument qui tient? Mais elle est en vigueur. Toute la démocratie que nous vivons a été faite sous cette constitution. Il ne faut pas aller loin. La constitution est de vigueur, est de mise, elle est en vigueur, elle doit continuer. Maintenant, pour la changer, il y a des voies légales qui sont appropriées, qui sont dans la constitution, qui peuvent être empruntées. Le président de la République a le pouvoir de commander le référendum. La majorité qualifiée... Donc ça ne doit surprendre personne. Si il venait donc à proposer un référendum pour peut-être une nouvelle constitution, bien pour sûr, amender mais le problème c'est ça c'est la légalité. Le problème c'est la légitimité, l'opportunité de déclencher ce référendum. Ouais. Parce que même en France, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le référendum des initiatives partagées, ce qui est déclenché aujourd'hui pour un jeune président qui vient d'être élu il n'y a pas longtemps. Donc on ne peut pas empêcher au peuple, quand il y a des questions majeures qui se posent, comme la limite des mandats, d'être interrogé. Voilà la question. Vous parlez de légalité et de légitimité. Est-ce que vous pensez que le moment est opportun? Ça, c'est la première question. L'autre question, c'est vrai qu'il a le droit, par exemple, d'appeler un référendum, mais est-ce qu'il peut toucher à toutes les parties de cette constitution, à toutes les dispositions? On ne parle pas de l'intangibilité de la constitution, on parle de la constitution en entier. Remplacer la constitution par une autre. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc ce référendum ne passera pas de l'intangibilité des partis qui sont intangibles. Les intangibilités sont dans la Constitution. Oui, mais une constitution peut... La constitution que nous vivons, c'est la dernière constitution, mais c'est pas l'ancienne. Attention, ça dit qu'on peut aller à une nouvelle constitution, mais en modifiant ces principes. On ne modifie pas la constitution, on change la constitution, on propose une nouvelle constitution qui remplace celle qui est en vigueur. Un référendum légalement convoqué peut déclencher cette opération. Mais là, le problème, c'est une nouvelle constitution où ces verrous peuvent sauter. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur de l'arbre cache la forêt. Oui. Ceux qui veulent changer la constitution,
iront peut-être dans ce sens ou ne pas aller dans ce sens. Mais le problème qui se pose, il ne faudrait pas qu'on ait cette sensibilité émotive. J'ai parlé de l'histoire de l'alternance démocratique en Afrique. Effectivement. Les populations africaines ont la hantise de voir, et ça c'est dans l'esprit des lois de Montesquieu, et mieux, quand vous dites l'alternance démocratique, ça doit être renforcé aussi par la séparation des pouvoirs et l'incarnation des hommes et des femmes qui incarnent cette séparation de pouvoir, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Une démocratie se scelle avec un tout. Donc, attendons pouvoir, c'est 2020. Allez-y, Mohamed. Allez-y, Mohamed. Moi, j'ai deux questions, puisque vous parlez de séparation des pouvoirs. Quel est votre point de vue, quel est votre regard aujourd'hui sur cette séparation des pouvoirs dans notre pays, dans un pays d'ailleurs où le chef de l'exécutif est capable de gracier quelqu'un dans une affaire encore pendante devant la justice? Et quel est votre regard globalement sur donc cette séparation des pouvoirs dans notre pays? Secondo, oui, le peuple peut être convoqué pour même examiner un projet de nouvelle constitution. Mais quelle est, d'après vous, l'opportunité de toucher au nombre et à la limitation des mandats? Est-ce que pourquoi cela aujourd'hui? Pourquoi c'est cela la question qui salise tant les attentions? J'ai dit tout à l'heure que l'opportunité de déclencher ce référendum revient à celui qui désire le faire et qui a la légalité de le faire. Aujourd'hui, c'est une constitution qui est en vigueur, il faut l'appliquer. Maintenant, quand vous regardez tout ce qui s'est passé, les soubresauts des crises sociales, les soubresauts politiques, et toute cette crise que Tamba vient d'évoquer, est-ce que l'opportunité se passe? Je ne crois pas. Parce qu'il faut beaucoup, entre le message et la méthode, il faut que le contenu soit consistant pour appeler le peuple à voter pour une nouvelle constitution. Ça, c'est la question qui s'est posée. Au niveau de la séparation des pouvoirs, j'ai dit c'est les hommes et les femmes qui incarnent ces pouvoirs respectifs qui doivent avoir la mesure de leur fonction pour pouvoir l'incarner. Aujourd'hui, je ne crois pas. Bien. Est-ce que vous pensez que tout est fait aujourd'hui, en toute honnêteté? Vous êtes homme politique, observateur aussi de tout ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que vous pensez que tous les ingrédients sont réunis pour favoriser un troisième, que le président Alpha Condé continue au-delà de 2020, continue à gouverner la Guinée? Écoutez, d'après ce que je constate... Vous pensez que tous les signaux sont là? Vous observez et vous entendez les déclarations, vous avez entendu récemment Aziz Diop, à la suite d'autres. Vous pensez que... Et le chef de l'État, il écoute tout cela, il entend tout cela. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines à Dubreka, où il remettait donc des pirogues ou des barques de pêche, il était présent lorsque cette dame, Dada, je crois qu'elle s'appelle comme ça, s'est prononcée ouvertement pour un 3e mandat pour lui. Il était là, il ne réagit pas. Vous ne pensez pas que tout cela lui tombe bien dans les oreilles? Écoutez, il fait sa fonction de président de la République. Il y a la perspective de la fête du 8 mars. Hein? Ouais, il fait sa fonction de président de la République. Il y a beaucoup de lisibilité en ce moment, mais nous sommes à 2 ans de 2020. Je vais paraphraser le président Alassane Ouattara qui disait, parce qu'à la faveur de la nouvelle constitution, qui n'est pas exclu. Non, écoutez, je ne parle pas au nom de ceux qui... Paraphraser ces mauvais exemples. Non, je ne pas dire quoi que c'est un bon exemple. Je veux terminer en disant, il faut attendre pour voir. What and see, diraient les Anglais. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Il y a eu des pour et des contre aujourd'hui de ce 3e mandat. Donc moi, par contre, je suis rigolé du principe de la légalité. Nous sommes dans une constitution, il y a 2 mandats, point, barre. Si ça doit avoir lieu, quelle sera votre position? Attendons pour voir, parce que rien n'a été déclenché pour ça, légalement. Bien. Parce qu'il y a une question quand même, ça va être la dernière, posée par un militant de l'UPG. On ne peut pas passer ça sous silence. Il dit: je suis militant de l'UPG, membre du bureau politique national. Je pense que le leader est en train de se démentir. Il parle à la fois de congrès et d'états généraux. Donc vous allez nous dire exactement c'est quoi. Est-ce un congrès ou des états généraux? Et puis il dit pourquoi le choix du représentant de l'UPG à la CENI n'est pas un choix validé par le bureau politique national. Mais c'est votre choix à vous. Écoutez, quand vous dites congrès extraordinaire, le contenu c'est les états généraux. C'est ça, il faut faire il n'a pas compris la syntaxe. Hein. Congrès extraordinaire, c'est ce qui permet de faire les états généraux. Donc je le répète. Au niveau du choix du commissaire, le président du parti a attendu que le bureau politique se réunisse pour faire un choix. Il y a eu des velléités qui m'ont été rapportées. Nous étions dans la limite, nous étions même éliminés sur le plan de la qualification des partis qui pouvaient être éligibles au niveau du commissariat. Mais comme les dates étaient limites, il fallait faire un choix. Et le président a choisi et a écrit au niveau de l'administration du territoire pour donner le nom de candidat de l'UPG. C'est tout.
Donc Bien. ce militant-là, je le comprends, mais je dis... Maître Alfred Matos, président de l'UPG. Mohamed, Bien. De prendre une décision. Bien. Maître Alfred Matos, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Je vous remercie. Je dis, le problème de l'alternance démocratique est un problème très profond. C'est une question majeure que vous prenez très au sérieux. Et que Dieu sauve la Guinée et bénisse les Guinéens. Merci à vous. La suite dans un instant. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.